Marie-Jessica Laporte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autisme. Je suis bien placée pour en parler puisque moi-même, j'ai reçu un diagnostic. Il est niveau 1 pour la communication et les interactions sociales et il est 3 dans le reste. Donc, je peux vraiment bien vous l'expliquer. Je suis designer graphique, je suis aussi photographe. Je m'implique énormément au niveau de l'autisme. Je donne des conférences, je suis porte-parole pour la Fédération québécoise de l'autisme et je fais des vidéos de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Comme lorsqu'on rencontre quelqu'un, on commence souvent par la poignée de main et j'ai envie de vous en parler pour commencer. La poignée de main. Personnellement, je compte 1, 2 et 3. Et si ça va bien, ça me rassure, c'est un geste que je maîtrise. Après ça, on retire la main et c'est terminé. Mais lorsqu'on doit donner une poignée de main, il y a tellement 1000 autres choses à prendre en considération. À quelle vitesse est-ce qu'on s'approche de la personne? Quand est-ce qu'elle s'attend? Est-ce qu'on présente la main vite, pas vite? Est-ce qu'elle va serrer fort, pas fort? Nous, on doit s'ajuster en fonction de à quel point la personne va serrer. Et là, lorsqu'on l'approche, la personne peut-être qu'elle va avoir les mains moites, les mains froides, les mains chaudes. On ne veut pas avoir une réaction dans notre visage si la personne n'est pas exactement comme ce à quoi on s'attendait. En se rapprochant, il est possible que la personne ait des odeurs. Là, je suis allée avec la poignée de main, mais c'est souvent comme ça, où est-ce que peut-être qu'on va avoir l'air figé, ou on va avoir l'air « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Peut-être qu'on est juste en train de penser à tout ça, là, parce qu'on voudrait tellement faire ça comme il faut. Et là, peut-être que vous vous dites « Hé là là, je fais quoi avec ça? » Ben, c'est tout simple. Vous pouvez demander à la personne « Est-ce que tu veux qu'on se serre la main ou tu préfères autre chose? » Et rapidement, vous allez avoir des informations sur ce que la personne est à l'aise de faire. Puis après, quand on le sait, on le sait. En parlant des petites évidences, lorsqu'on entre dans une pièce, il y a des attentes par rapport à où est-ce qu'on va s'asseoir, comment on va s'asseoir, où est-ce qu'on met notre manteau. Et ces évidences-là, ils peuvent nous échapper. On a besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Chez les neurotypiques, les gens non autistes, ben, ils vont simplement y aller comme ils sentent, puis ils peuvent faire des erreurs, mais ils y vont. Nous, on va peut-être être plus hésitant. Ou alors, si vous nous dites de nous asseoir où est-ce qu'on veut, et si la chaise du président a l'air très confortable, ben, il se peut que ce soit celle-là qu'on choisisse. Si vous vous demandez, mais il y a beaucoup de choses comme ça que tu sais pas, je dirais plutôt que nos forces sont ailleurs. C'est comme s'il y avait un forfait de base universel dont la plupart des personnes se retrouvent munies au départ. Et nous, ben, notre forfait de base est un petit peu différent. On a des chaînes différentes. Les forces sont ailleurs. En parlant des évidences, parfois il y a des choses qui semblent tellement comme aller de soi et on y pense pas. Ça me fait penser à une histoire. C'est un employé, c'est son premier jour de travail et il y a une réunion au bureau. Et personne ne lui mentionne que la réunion est terminée. Alors les gens se lèvent et on ne lui dit pas où est-ce qu'est son poste de travail et qu'il peut quitter la réunion. Alors comme il n'a pas reçu d'instructions et qu'il savait pas trop c'était quoi le protocole, il est resté là pendant 2 heures à attendre que quelqu'un lui dise quoi faire. Il est oublié. Souvent, depuis qu'on est très jeune, on le sait qu'on le sait pas. Alors, on a tendance, pour se rassurer, puis pour faire la bonne chose, puis pour pas se faire disputer quand on est enfant, à poser énormément de questions. Ce qui amène les adultes de l'entourage à dire aux autistes d'arrêter de poser autant de questions. Ça fait que plusieurs autistes, lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils veulent pas te déranger, alors ils poseront pas les questions. Et encore là, c'est tellement simple cette situation-là. Il suffit que la personne sache quand est-ce qu'elle peut poser des questions, à qui elle peut poser les questions et comment elle peut poser les questions. Exemple, quand ma porte est ouverte, quand je ne suis pas au téléphone, tu peux venir me poser une question. Exemple, si ça a rapport avec la cuisson des aliments, des choses techniques, tu dois demander à telle personne. Par contre, si tu veux discuter des questions par rapport à ta paye, des choses relatives aux ressources humaines et tout ça, à ce moment-là, ça va être tel autre employé. Et c'est comme ça que la personne sait à qui demander. Chez quelqu'un qui aurait tendance à pas savoir à quel bon moment dans la journée elle doit le faire, ben on pourrait lui demander de les écrire, ces questions-là. C'est facile. Il faut se servir un peu de notre imagination. Et vous en avez, si vous êtes à ce poste-là, vous êtes capable. Tout le monde vit un jour ou l'autre des malentendus. Chez les personnes non autistes, comment ça va se produire? C'est qu'ils vont, la plupart du temps, tomber sur la bonne interprétation par hasard. Chez les autistes, il y a comme plus de branches, plus de choix. Alors,
on les analyse et on ne sait pas lesquels sont prioritaires nécessairement. Alors, on peut se tromper de branche ou avoir besoin de plus de temps pour comprendre l'intention derrière un énoncé. Et je vais y aller avec un exemple vraiment très clair. Je l'adore cet exemple. Pensez à l'énoncé « Ah, il y a beaucoup de choses ici ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire « il y a beaucoup de choses ici » ? Est-ce que la personne, elle trouve qu'il y a beaucoup de choix? Est-ce que la personne est jalouse de nos possessions? Est-ce que la personne, elle trouve que c'est trop chargé, c'est désordonné? Est-ce que la personne, elle est incapable de circuler parce qu'il y a des objets qui traînent? Est-ce que la personne voudrait nous aider à ranger? Est-ce que la personne est stimulée visuellement par toutes les choses qu'il y a autour d'elle? Ou c'est un simple énoncé sans attente de sa part? Faut trouver c'est quoi? Comme humain, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est tellement facile. Ah, il y a beaucoup de choses ici. Tu vois, je suis pas capable de faire passer mon chariot. Veux-tu m'aider? On va déplacer les choses et comme ça, je vais pouvoir passer. Là, vous avez nommé votre besoin, votre intention. Vous n'aurez pas l'impression que la personne ignore vos recommandations ou vos demandes, mais c'est sûr que si vos demandes, elles sont pas claires, probablement que la personne autiste, elle lira pas entre les lignes. Il faut être clair. Je vais vous dire un secret. Ça sauverait bien des couples si les gens appliquaient ça. Vous la connaissez, la fameuse phrase « Non, non, ça va ». Et la fameuse bouderie « Tu t'es pas occupé de moi alors que j'allais pas bien ». « Ouais, mais je te l'ai demandé. »« Oui, mais c'était évident. » « Ben, pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est à toi de le savoir. » Bref, vous comprenez. Une communication qui est brève, claire et concise, sans aller nommer toutes sortes de choses autour qui n'ont pas rapport avec la question principale, va aider énormément. Une autre manière de communiquer, j'ai envie de vous le montrer comme un exemple. Imaginez que vous voulez passer une commande d'une vidéo, OK? Et là, vous écrivez 2 beaux paragraphes avec votre intention, le format, le public, vous nommez toutes sortes de choses méli-mélo, mais vous n'aurez pas cette vue d'ensemble-là hiérarchisée de l'information. Et c'est plus long à composer de toute façon. Une manière plus efficace de transmettre cette information-là serait, disons, spécification technique. Et là, on a le format, le nombre d'images par seconde, le poids, la durée, on est horizontal, vertical. Bon, on y va comme ça. Et ça fonctionne avec tout le monde. C'est juste que nous, ça a un plus grand impact. Quand on commence à connaître quelqu'un, c'est vrai qu'on ne connaît pas assez la personne pour identifier quand est-ce qu'elle a bien compris, quand est-ce qu'elle n'a pas bien compris. Puis, il y a quand même des manières pour être un peu plus certain de sa compréhension. C'est tout simple, il suffit de demander à la personne de reformuler l'information qu'on lui a donnée. C'est là qu'on va savoir si elle a bien compris. Pas de la répéter mot pour mot, mais de la dire dans ses mots. Parfois, il va manquer un petit détail basique. On a de la difficulté avec les trous. On a de la difficulté à inventer ce qui n'existe pas entre les étapes pour faire quelque chose. Et ça me rappelle un exemple tout personnel que je vais vous raconter. Ça faisait déjà une dizaine d'années que je faisais du vélo de montagne et on m'avait souvent donné ce conseil-là dans les virages très serrés. On me disait « ça tourne pas bien parce que tu regardes pas où est-ce que tu veux aller ». Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça parce que je regardais où est-ce que je voulais aller. Alors on me disait « mais regarde plus loin, regarde vraiment au loin dans la direction d'où est-ce que tu veux aller, ça va mieux tourner ». Tout à coup, 10 ans plus tard, quelqu'un ajoute « quand tu regardes où est-ce que tu veux aller, tourne ta tête. » Et je peux vous dire que ça a viré. Puis ça n'a pas viré qu'un peu. Ça a... J'ai pris mon virage. Enfin, je regardais avec les yeux. C'est avec les yeux qu'on regarde. Personne ne m'a dit « tourne-toi aussi ». Moi, je gardais ma tête dans la même position. J'ai à faire beaucoup de mandats publicitaires dans mon travail et je peux vous dire une chose. Si c'est pas clair pour la personne autiste, souvent, c'était pas tout à fait clair pour tout le monde. En étant vraiment précis, ça va bénéficier à plein d'autres personnes. Et ça va dans les deux sens. On a tendance à donner une information de façon très claire, directe pour plusieurs autistes. On ne comprend pas toujours pourquoi il faudrait enrober d'un paquet d'informations non pertinentes ce qu'on doit transmettre à l'interlocuteur. Le tact est donc pas nécessairement une qualité première des personnes autistes quand elles doivent passer une remarque. Donc, ne posez pas une question dont vous ne voulez pas connaître la réponse. Si jamais c'est trop et que la personne autiste dit trop d'évidence qu'on ne veut pas entendre, on peut retourner encore au même protocole de à qui, comment et pourquoi on peut parler de quoi. Mais vous savez, dans le monde du travail, ça se peut que personnellement, on voit des choses qui pour nous sont comme un bug dans la matrice. C'est comme si les petites erreurs qui peuvent être anodines prennent énormément de place et doivent être relevées, nommées, mentionnées. Il faut que ça sorte, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là.
Encore là, comme je le dirais, disons, un professeur, on pourrait demander à la personne d'écrire ça à la fin de la journée ou de lui dire peut-être que tu peux me le mentionner seulement si c'est une erreur qui met les gens en danger et expliquer c'est quoi un danger si jamais c'est trop. Mais c'est un réel avantage parce que on va voir plein de petits détails que la plupart des gens ne voient pas. On va regarder les choses autrement et souvent ça peut amener des améliorations et des ajustements qui vont être bénéfiques pour tous. Il y a quelque chose qu'on est beaucoup à pas comprendre. Ça s'appelle le small talk. Je comprends pas. Ils comprennent pas les autistes aussi pour la plupart. Pourquoi est-ce qu'on parle de la pluie et du beau temps? Tout le monde a vu la température qu'il faisait dehors. Ça ne nous apporte rien. C'est pas pratique. Récemment, j'étais dans une cage d'escalier. Je montais rapidement quand tout à coup, je suis tombée face à face avec une personne autiste que je connais. On a toutes les deux figé. On s'est regardé comme... 1, 2 secondes. Elle s'est penchée. Elle a ouvert son sac. Elle a sorti un livre. Elle a dit « Regarde, c'est ça que je lis actuellement. » Elle est allée directement dans un sujet qui l'intéresse. Je connais un autiste qui est conseiller financier et dans son domaine, le small talk, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Qu'est-ce que ça va lui amener de plus? Et ses collègues l'ont aidé à se former à le faire. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il obtenait des renseignements beaucoup plus pertinents sur les gens, sur leurs besoins, dans le cadre de porte ou lorsqu'il n'était pas directement en train de parler de finances. Il y a 2 raisons pour ça. Les gens sont détendus, ils sont comme dans quelque chose que, bon, ils n'ont pas besoin vraiment de penser à ce qu'ils disent, mais ça permet aussi de prendre le pouls de la personne à qui on parle. Même en le sachant, c'est pas nécessairement plus facile, mais pour lui, ça a grandement amélioré son expérience avec ses clients. Mais entre nous, on n'engage pas une personne pour ses compétences à la machine à café. Pourquoi est-ce que ça aurait autant d'importance? Autant le small talk peut détendre une personne qui n'est pas autiste, autant le small talk peut vraiment stresser une personne autiste. Parce qu'elle veut que l'entrevue commence, elle sait qu'elle est là pour une entrevue, pas pour parler du soleil ou du non-soleil ou de la neige. Elle veut que ça commence et elle ne sait pas dans quoi elle est quand c'est pas commencé. Alors, si vous pouviez le minimiser un peu, ce small talk-là en entrevue, et peut-être indiquer à la personne quand est-ce que c'est commencé. Bon, ben regarde, on va commencer l'entrevue. À partir de maintenant, mais je vais te poser les questions. Et quand l'entrevue est terminée, de le mentionner. Bon, ben les parties des questions sont terminées. Et si vous voulez peut-être en savoir plus sur la personne au niveau personnel, ben maintenant, je vais te poser quelques questions plus sur ta personnalité ou des choses comme ça. Peut-être dire à la personne où est-ce qu'on se situe à quel moment de l'entrevue. Et bon, ben tu peux te lever maintenant, tu peux quitter ou est-ce qu'on se serre la main avant que tu quittes. Des fois, c'est des petites choses que sinon, on est comme « je fais quoi? Puis les petits « je fais quoi? » Ce temps d'attente-là, il prend de la place. Quand je travaille, je suis particulièrement efficace, mais je suis dans ma bulle. Et à chaque fois que cette bulle-là est interrompue, je perds ma vitesse. On n'interrompt pas un sprinteur en plein milieu de son sprint en disant « de toute façon, tu cours vite, tu vas te reprendre. » Non, il y a comme un air d'aller, il y a quelque chose, il y a « wouh ». Il est fréquent pour beaucoup d'entre nous que quand on est dans notre bulle, ben on est très, très, très fort dans notre bulle et on vous entend plus, on vous voit plus, on n'interagit plus et on a l'air comme vraiment... Mais c'est un gros avantage parce qu'on est capable d'être concentré très, très, très longtemps sur une même tâche et de la continuer et de ne pas être interrompu là-dedans. Et beaucoup d'entre nous aussi, on aime avoir des gros écouteurs pour être encore plus dans cette bulle-là. Quand on est dans une tâche, on a souvent tellement besoin de la terminer que ça va être souffrant de ne pas la compléter. C'est comme un désir d'absolument finir ce qui est commencé et ça fait mal si on ne le fait pas. Alors, chez quelqu'un qui ne serait pas capable d'arrêter de travailler ou de passer à autre chose, ce qu'on peut établir, c'est de partitionner la tâche en différentes étapes. Et ça va être beaucoup plus facile d'arrêter entre 2 étapes. Donc, au lieu d'aller interrompre constamment quelqu'un dans son travail, on pourrait lui dire, ben après cette étape-là, je vais t'interrompre pour discuter. Ben c'est vous le pire, hein, si vous ne le faites pas, parce que vous allez perdre de cette belle capacité-là qu'on a à rester bien focalisé sur notre objectif. C'est là que j'aimerais parler de l'échéancier clair, propre, évident, avec des étapes
où est-ce qu'on sait que, mettons, il y a 4 sections, puis que en priorité, on vide toujours la section 1, et quand la section 1 est complétée, on passe dans la section 2, et ainsi de suite jusqu'à la 4, où est-ce qu'on peut aller mettre des petites tâches pas urgentes du tout. Et comme ça, ben, la personne, elle sait vraiment quoi faire, dans quel ordre, et pour vrai, c'est presque amusant souvent d'aller compléter cet échéancier-là. On a une satisfaction à savoir que j'ai coché quelque chose, c'est bien fait. Là, je sais à quelle étape que je passe. C'est rassurant, puis vous allez plus avoir les résultats que vous attendez. Et même si on est tous des autistes, on n'a pas les mêmes besoins dans notre façon de recevoir de l'information. Et c'est important de comprendre comment les personnes sont capables de la recevoir. Il y en a qui veulent tout l'avoir en même temps pour que ce soit clair, qu'il ne reste rien d'ambigu. Et il y en a d'autres pour qui ça va être trop et ça va être anxiogène. Certains vont préférer recevoir de la documentation par écrit avant de se présenter au travail. C'est plein de petits détails comme l'horaire, les tâches, l'heure des pauses, les collègues, la hiérarchie, la dynamique. C'est très aidant d'avoir de l'information avant que ça commence. Ah là, je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, les adaptations en milieu de travail. Souvent, ça va être au niveau sensoriel qu'on va avoir besoin de ces adaptations-là et elles peuvent être très variées. Vous savez, on est né autiste. Toute notre vie, on a dû essayer un paquet d'outils qui nous ont été proposés et bien souvent, à l'âge adulte, on le sait lesquels fonctionnent pour nous, puis on est content de pouvoir les utiliser. Mais on a aussi cette crainte-là d'être jugé. Est-ce que je vais être jugée si j'amène un coussin lourd au travail pour mettre sur mes jambes pour être bien concentrée? L'objet d'adaptation qu'on voit le plus souvent chez les autistes, ça va être celui qui va être relié à l'audition. Donc, parfois des coquilles, parfois des bouchons de musicien, des trucs électroniques et parfois le casque d'écoute avec la musique chez quelqu'un qui, par exemple, ferait un travail de bureau et peut-être que la personne va juste mettre la réduction active du bruit dedans, mais ça va lui permettre de bien entrer dans sa bulle et on se rappelle que la bulle, c'est précieux et c'est rentable. Il y a des détails qui peuvent faire des différences incroyables. De ne pas avoir une lumière dans les yeux, de ne pas avoir quelqu'un qui passe toujours derrière nous ou peut-être de ne pas avoir la bouche de ventilation juste en haut de notre tête. Mais les défis sensoriels sont tellement variables d'une personne autiste à l'autre. Il suffit simplement qu'elle se sente à l'aise de pouvoir utiliser ce qu'elle a besoin pour bien fonctionner. Ça va permettre d'aider à maximiser les compétences de l'employé autiste. C'est juste gagnant-gagnant. On nous reproche d'être rigide. On nous reproche de ne pas aimer le changement. On nous reproche de ne pas être super à l'aise dans les transitions. Mais qu'est-ce que vous pensez qui se passe si on est bien dans notre travail, si on s'y accomplit? Bien, il y a une meilleure rétention des employés autistes que des employés en général parce que quand on est bien longtemps. Donc, félicitations, vous allez rencontrer des employés différents, enrichissants et j'espère que vous allez pouvoir mutuellement vivre des belles choses ensemble. Merci.